Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ravis de vous connecter à ceux qui font vibrer le territoire par leur passion et qui pourraient vous animer, vous aussi, comme ces acrobates des airs qui volent et survolent les contrées en défiant les millimètres en plus de la gravité, et comme ces pourvoyeurs de douceur pour nos oreilles, pour nos âmes bercées, rythmées, transcendées par le talent des plus grands. Et on va jaser ce soir avec le chef d'orchestre, un des chefs d'orchestre du Grenoble-Alpes Métropole Jazz Festival. C'est ça ? Bravo. Bienvenue Pascal. Pascal Caubert, un des administrateurs de ce Jazz Club de Grenoble. Comme on le dit, merci beaucoup d'être avec nous. C'est vraiment l'événement qui va nous faire vibrer ici en ce début d'automne avec, on le promet, des stars de classe internationale, mais aussi de la scène locale, un festival pour les enfants et avec... un petit peu tout ça. Les trois à la fois sont réunis avec Malcolm Potter. Bienvenue. Bonjour. C'est un peu ça, bien sûr. Super. Oui, c'est international. En plus, je crois que vous êtes moitié anglais, c'est ça ? Tout à fait. Merci beaucoup. Ça me fait déjà un gros défaut, mais... Ah bon ? Ici, il n'y a que des qualités. Vous allez voir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et bienvenue Aurélien et Boris. Bonjour. Alors, Aurélien Sadorge, Boris Paturé. Il manque Nicolas. Oui. Nicolas Mainviel. C'est ça. Ouais, il est à Toulouse, en famille. Eh oui, puisque vous êtes aussi du Sud-Ouest. Alors, vous êtes vice-champion du monde de wingsuit. Alors, plus exactement, Aurélien, vous êtes vidéoman. C'est ça. Et Boris, vous êtes performeur. Voilà, un des deux performeurs. C'est comme ça qu'on dit. En fait, ouais. athlète puisque c'est vraiment de haut niveau, on va comprendre. Vous êtes de retour des championnats de France, hein, c'était il y a quelques jours aussi, ça, oui. À Gap. Ça va ? Ça a été ? Ouais. Très bien. Et encore un petit peu plus haut, encore dans la hiérarchie, on va vous retrouver dans un petit instant aux Coupes d'Europe, Championnats d'Europe et Coupes du Monde. Alors d'abord, pour que vos idées soient claires, le wingsuit, ce sont un peu les Icars modernes avec des ailes, alors non pas en cire, mais en quel matériau d'ailleurs ces combinaisons ? C'est du tissu. C'est du tissu. Absolument. Du tissu un peu imperméable quand même. Oui, voilà. Ah ouais, elle est grosse votre... C'est très souple et ça se gonfle, ça se pressurise au fur et à mesure qu'on prend de la vitesse. Il y a de l'air qui rentre dans les écopes. D'accord. Et ça devient un peu comme un parapente finalement. C'est tout mou quand on le range. Et une fois gonflé, ça devient semi-rigide. D'accord, donc c'est une aile, une combinaison ailée en fait, wingsuit, c'est ça. Donc c'est marqué dessus. Oui. Vous êtes sponsorisé par cette marque de chocolat en boîte de conserve qui a fait aussi les souvenirs de notre enfance et qui est toujours là, bien sûr. C'est votre sponsor. Alors pour être plus didactique, en fait, cette combinaison est utilisée pour les plus extrêmes par ceci. Alors, on a une petite image de Vincent Cotte, Aurélien Chattard, que vous connaissez. Il y a quelques mois, le long du Mont Blanc, ça, c'est une des disciplines qui consiste à frôler les rochers. C'est ça qui vous a fait rêver au départ ou vraiment il y avait ce petit côté un petit peu cascadeur, casse-cou qui vous inquiétait un peu? Alors, je crois qu'on n'a pas trop été inquiétés. Par contre, la perspective de voler en wingsuit, ça c'était excitant dès qu'on a vu les images. Ça fait partie des activités qui, je pense, nous ont fait très envie. Alors nous, on ne fait pas de base jump. Le base jump, c'est on saute directement d'un édifice. D'un point fixe, voilà. On saute. Et alors on peut le faire soit en lice, donc sans wingsuit, ou alors avec une wingsuit, mais dans tous les cas, ça s'appelle du base jump. Sans wingsuit, mais avec un parachute. Et dans tous les cas, il y a un parachute, oui, évidemment. En wingsuit, on a un parachute. C'est vrai que souvent, les gens nous posent la question, est-ce que vous avez un parachute ? Oui, on pourrait difficilement se poser confortablement sans parachute. D'accord. Voilà. Certains ont essayé du haut de la Tour Eiffel. Ils ont eu des problèmes il n'y a pas très longtemps. Vous, non. Vous, vous sautez d'un avion, d'un hélico ? Que de l'avion. L'hélicoptère, ça peut se faire... c'est un peu la même discipline. On est en hauteur, on est largué en altitude. On a un parachute avec 2 voiles. En base jump, il y a une seule voile. Donc, nous, on a 2 parachutes, ce qui nous rajoute quand même de la sécurité, et on a beaucoup de hauteur pendant le saut.
Et donc, cette discipline est validée par la Fédération française de vol libre à laquelle vous appartenez. Et donc, vous évoluez entre 3800 et 1800 mètres d'altitude. Vous sautez donc, ici, c'est d'un avion. Vous disputez les championnats d'Europe et Coupe du Monde. Pourquoi l'un et l'autre, en fait, c'est deux disciplines de compétition en une, en fait? Oui, c'était en République tchèque à la fin du mois d'août. Et effectivement, sur la même organisation était organisée la Coupe du Monde et les championnats d'Europe. J'ai mis une petite musique, parce qu'on peut se dire, mais enfin, regardez, ça pourrait, non? Regardez. C'est vrai. On y a pensé. Voilà, bon là c'est Rossini, la pivoleuse, voilà, elle vole, pas pour les mêmes raisons. Non, voilà. Alors là, les images sont très ralenties. Dans la vraie vie, on vole beaucoup plus vite que ça. Là, c'était au ralenti, on voyait que ça tournait très lentement. D'accord, ouais. C'est ainsi. D'accord. Ouais. Ah ouais, regardez les secondes en haut à droite qui s'égrènent plus lentement que des vraies secondes. Donc en fait, ça va beaucoup plus vite. Là, ce sont les images officielles du championnat. Il y a donc cette épreuve. Alors là, on a mis une petite musique parce qu'il y a donc des figures imposées et des programmes libres. C'est comme au patinage artistique. Donc il y a 7 épreuves en tout. Oui, il y a 7 sauts à faire. On a 4 sauts imposés. Donc les sauts imposés, c'est des figures, il y a 12 figures, elles sont tirées au hasard au début de la compétition, réparties par 3 figures pour chaque saut, donc ça nous fait 4 sauts avec des figures imposées. Et on a 3 libres, et là on présente une chorégraphie qu'on a préparée un peu en secret pendant l'entraînement, et on leur présente sur les 3 sauts libres. On va la voir, la choré, dans un petit instant, mais là on le voit, ça se joue au millimètre près. En fait, les figures imposées, c'est des touchers, c'est des distances, et on juge quoi en fait? En fait, on part de l'avion en vol... on appelle ça belly, on vole sur le ventre. Et chaque figure commence par un vol à plat où on se grippe. Ça, c'est le départ de la figure. Ensuite, par exemple, il y a une figure où on va devoir se retourner, refaire un grip, donc s'attraper la main, Nicolas et moi, et revenir, ainsi de suite. Donc on va avoir toujours des figures qui commencent et qui finissent par un grip de la main. Et chaque grip rapporte un point, à condition évidemment que la figure soit faite, que ce soit la bonne figure entre les 2 grips. Et ça, c'est très dur à faire, j'imagine, parce qu'en fait, là, si c'est ralenti, on a l'impression que non. Donc, quand ça va aussi vite, vous allez à combien à peu près? Sur trajectoire, on est dans les 200 km/h. Dans les 200 km/h à plat, comme ça. Voilà. Okay. Et on peut regarder, alors ça, c'est le libre, c'est un petit peu plus artistique. On le rappelle, là, c'est à Prostějov, c'est ça? Prostějov, absolument. Prostějov, c'est ça, voilà, en République tchèque. Là, c'était fin août, et donc vous avez terminé 2e au général, donc vice-champion du monde. Là, c'est ralenti ou pas? Non, là, c'est la bonne vitesse. Ah, d'accord. Et donc ça, c'est artistique. Donc on pirouette, on virevolte? En fait, on essaie de proposer des mouvements les plus variés pour montrer un peu tout ce qu'on est capable de faire avec la wingsuit. Donc on va avoir cette petite figure qu'on a appelée le brocolak, qui a été un peu notre trick secret, puisque chaque équipe essaie de proposer un mouvement inédit qui n'a pas été encore vu. Donc ça, c'était ce que nous, on a proposé. Le brocolak, c'est votre spécialité, d'accord. Voilà. Et donc voilà, on va avoir une petite séquence synchronisée, ce qui est évidemment pas super facile à faire, mais ça a beaucoup plu au juge à la Coupe du Monde. Et ensuite, on va avoir une phase où on va partir tête en bas pour montrer qu'on peut un peu voler dans toutes les directions. Voilà, tac. Et là, sur la partie tête en bas, le gros mérite presque, il est plus pour Aurélien, parce que suivre ça de l'extérieur, c'est extrêmement difficile. Là, il y a la tête en bas. Voilà, là on passe tête en bas, et là on est en train de se remettre à plat. Et pour le vidéoman, de réussir à suivre ça, c'est vraiment dur parce que ça prend beaucoup de vitesse et il doit quand même rester assez proche de nous. Mais donc c'est la prise de risque aussi qui est jugée? Non. Et par le vidéoman? Non, c'est vraiment la synchronisation, la précision? Il n'y a pas de notion de risque. Là, c'est uniquement la précision. C'est voler propre, c'est ramener les images, que ce soit stable. C'est que eux, quand ils font leur déplacement, ce soit avec des ailes qui soient bien tendues et que ce soit vraiment travaillé et qu'on sente que c'est maîtrisé. Mais il y a un risque parce qu'on vous voit faire un peu des pirouettes. Excusez-moi, moi j'ai fait du patinage, donc je vous parle un peu comme ça, mais c'est un peu comme là on a l'impression que c'est une chorégraphie, mais il y a un risque. Donc là c'est pas un risque de chute, c'est un risque de s'entortiller, de tourbillon. On pourrait se toucher après comme on vole à la même vitesse. Pas dire l'impact, mais si on se touche, en fait, il n'y a pas forcément des chocs qui sont très importants. Tant qu'on vole proche, on se met en sécurité. C'est de voler loin qui pourrait créer du risque, parce qu'à partir du moment où on se rapprocherait, qu'on a des vitesses de déplacement qui sont importantes, là, si on tape, ça pourrait taper assez fort. Et c'est pour ça qu'on reste toujours le plus proche possible pendant le saut. C'est pour limiter justement ce risque.
Donc le risque, il est technique aussi, s'il y a un souci avec le parachute, puisque bien sûr, vous n'atterrissez pas à pied, mais... On a bien un parachute. On nous demande souvent si on a un parachute. Oui. C'est vrai qu'on ne voit pas l'atterrissage ici. En revanche, on voit cette médaille. C'était du bonus, ça, genre, cette médaille, parce que vous avez déjà dépassé le record du monde qui était de 41 points, qui était détenu par les Allemands, qui l'ont encore amélioré, ce record. Je crois qu'il est à 5. Le précédent record était détenu par les Norvégiens. Il était de 35 points. Alors c'est un petit peu la partie rigolote de la Coupe du Monde, c'est que nous, on part en premier de l'avion, juste avant les Allemands. Quand on atterrit, donc on est jugé en premier. Donc pour être jugé, en fait, on donne la vidéo qu'Aurélien a tournée, on descend, on la donne au juge et ils regardent la vidéo et ils comptent le nombre de points, ils font leur notation, etc. etc. Ouais, donc ça dépend de vous alors voilà, finalement. Ça dépend Parce qu'on se dit avec les nuages en bas, on n'y voit rien, c'est pas évident. C'est vraiment votre vidéo. Ah non, ils regardent rien du sol. On pourrait regarder avec des grosses jumelles pour voir un petit peu le vol, mais par rapport aux détails, c'est vraiment la vidéo qu'on leur ramène qui fait foi. Et ils se basent sur la vidéo plus un petit GPS qui donne l'attitude de départ du saut et de fin de vol. Okay. Pour dire, voilà, on va noter sur de 2 secondes à 1 minute 20. Tout ce qui est avant-après, on ne regarde pas. Et par rapport à l'image qu'on leur ramène. D'accord. Et donc, ces points. Et donc, voilà, donc on atterrit, on donne la vidéo. Là, ils nous jugent, ils nous scorent 41 points. Donc, record du monde battu. Sauf que quelques minutes après, les Allemands quittaient l'avion juste après nous. Et eux, ils ont encore fait mieux. Donc, on a eu le record du monde pendant 25 minutes. Voilà, oui, c'est déjà ça. Mais on a quand même la fierté d'avoir battu un record du monde. Et on a amélioré le record français qui était de 24 points. Et donc, on a établi le nouveau record à 41. Donc voilà, c'est chouette. Puis en plus, c'est pas juste bravo à vous. Ouais. Surtout que les Allemands totalisent quelque chose comme 3000 heures en soufflerie, oui. C'est ça. Et vous, plus de 26, 26 heures. C'est ça la soufflerie. Elle est où celle-ci? Il y en a qu'une au monde, c'est pas compliqué. Elle est à Stockholm, en Suède. Et donc les Allemands s'entraînent là-bas et c'est même vos coachs un peu là-bas. Ils sont coachs, voilà. C'est les chefs, même c'est les chefs instructeurs. Donc c'est eux qui forment tous les nouveaux coachs au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et là, ils sont où alors on voit, vous avez des oreillettes pour faire vos trucs, vous vous entraînez, vous avez un petit programme. Oui, alors on fait des runs de 2 minutes en soufflerie. Ensuite, on coupe le vent, on peut discuter, on peut un petit peu débriefer. Voilà, là, on s'entraînait à faire des rotations, on appelle ça des barrels. Et c'est rigolo de revoir ça. Bah oui, c'est rigolo pour nous aussi, hein, parce qu'on a bien envie de faire la même chose. Ça souffle très très fort. Parce qu'il y a aussi certaines structures qui font ça un peu plus pour le grand public aussi. On sait qu'à Lyon, par exemple, il y a une soufflerie qu'on peut des souffleries verticales, il y en a pas mal en France. Et là, ça n'a rien à voir. Et celle-là, elle est inclinée. Donc il y en a qu'une, c'est pas compliqué, il y en a qu'une au monde, il y en a d'autres qui sont en construction, mais celle-là est inclinée et elle est spécifiquement construite pour la soufflerie. Et elle va représenter vraiment les conditions exactes de vos chutes alors. On a en fait, on peut choisir la vitesse de vent qu'on veut dans la soufflerie, on peut choisir également l'inclinaison de vol. On tombe, hein. Tomber. Là, vous êtes tombé. On va faire des bisous au matelas en bas, voilà. D'accord. Et pourquoi il ne peut pas y avoir ce type de structure ailleurs? En fait, ils sont en train de travailler sur des nouveaux projets pour en construire en Slovénie ou aux États-Unis. Mais ça coûte cher, ça prend du temps, il faut pas mal d'autorisation. Donc pour l'instant, c'est quand même assez récent. Je pense que dans l'avenir, il y en aura plus qui vont exister, donc les gens vont en faire plus souvent, le niveau va également monter. Mais actuellement, il y a beaucoup de souffleries verticales. Donc les gens en font habillés, on va dire, tous les jours. Et oui, nous, on en faisait... Pour vous entraîner, vous êtes obligé d'aller en Suède. On est forcé d'aller en Suède. Donc là, on allait en Suède à peu près tous les mois depuis le mois de janvier. On a planifié des voyages à peu près 1 fois par mois. Oui, c'est sûr. C'est pas ce qu'il y a de plus accessible. Vous savez combien vous êtes en France à pratiquer cette discipline? Quelques centaines. Ah oui, quand même. Ça va se développer. Je peux la revoir, la combinaison, parce que ça m'intrigue beaucoup. Je ne sais pas si ça vous tenterait hop là. De l'essayer là maintenant, je ne sais pas. Alors, la vache me va particulièrement bien. Ça j'avoue. C'est un petit peu lourd. On fera ça en fin d'émission, c'est promis. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, bien sûr. En revanche, vous, est-ce que vous allez vous équiper de nouveau, peut-être pour faire un petit peu de saut? Regardez ça donne pas envie. C'est nos amis de tout à l'heure, là, toujours Vincent Cotte. Regardez ça, les pyramides. Et là, il n'y a pas de parachute, hein? Si. Non, il y a un parachute. Pas là. Là, il n'y est pas. Il est à la fin. Oui, à la fin. Il ouvre après, voilà. C'est ça, ouais. Non, mais voilà. C'est hallucinant. C'est merveilleux, non? Ça vous tente pas, ça? Si, ça tente beaucoup. C'est vrai que cette année, on a quand même consacré quasi 100% de notre temps à l'entraînement.
puisqu'on avait cette échéance et que c'était la première fois qu'on participait à la Coupe du Monde, donc on voulait vraiment essayer d'être au point. Mais l'année prochaine, on va essayer de consacrer un peu de temps à ce genre de projet, un peu extra entraînement pour aussi en mettre plein la rétine. Bon, oui. me concernant, moi, autant le base jump, c'est ce qui m'a motivé à commencer la wingsuit. Mais autant maintenant, je compte rester qu'en discipline avion. Vous en avez fait déjà? Non, j'ai pas fait de base jump. Ça m'a motivé en fait à commencer la discipline. Donc en avion, parce que normalement on commence par l'avion, après avec l'expérience, on arrête l'avion et on se dirige vers les rochers ou vers les points fixes. Moi, clairement, je compte rester que sur le vol d'avion. Je sais que Boris est tenté d'essayer un petit peu, découvrir le monde du base jump en wingsuit. Alors au cas où, vous avez vu, c'est marqué sur leur casque, c'est pas ça qu'ils boivent. C'est autre chose, c'est pas le même sponsor. Bref, en tout cas, merci beaucoup à vous. Tenez-nous bien sûr au courant. Alors, c'est souvent écrit, c'est un petit jeu de mots. Nous, là, on va aussi s'envoyer en l'air, mais sur un air de jazz. Hein, voilà, tout de suite. On a dit, c'est le thème de cette émission, c'est l'air, un petit air de jazz, et surtout que là, ça fait 19 ans, dans la fleur de l'âge, que le Grenoble-Alpes Métropole Jazz Festival va souffler sa jeunesse du 29 septembre au 15 octobre, dans toute l'agglo, et surtout pour tout le monde, n'est-ce pas Pascal? Ah, mais tout à fait pour tout le monde, y compris du public non spécialisé, non amateur de jazz a priori, mais qui va, en passant par le jazz vocal, de fabuleuses chanteuses, de fabuleux chanteurs, forcément chanter avec nous. Forcément, on voit de tous les publics, Malcolm, aussi dans vos audiences. En fait, c'est la spécificité, je trouve, de la programmation de ce Jazz Club de Grenoble. C'est que pour le festival, il y a vraiment... il y a pour les jeunes, c'est actuel. Le jazz peut avoir une image un petit peu dans le formol. Franchement, on adore aussi. Formol, peut-être pas, mais peut-être d'une autre époque, un peu ancienne. Il faut penser que c'était des révolutionnaires à leur époque. Il ne faut pas oublier qu'il y en a aujourd'hui qui créent et qui font des choses tout à fait modernes et différentes. Et donc, ça attire des publics plus jeunes, plus casse-cou. Je ne sais pas si on peut dire ça par rapport à ce qu'on vient d'entendre, mais plus casse-cou des oreilles. Et moi, je trouve que cette programmation, elle est vraiment intéressante et ils ont fait un super job là. On va en parler avec vous justement, par Pascal Cobert. Donc vous êtes un des administrateurs de ce Jazz Club de Grenoble qui marche bien, qui bouge bien aussi et depuis des générations. Mais c'est une réalité, les jeunes sont sensibles aussi au jazz et ils le revendiquent. Je ne sais pas si c'est la perception que vous en avez sur le terrain. En tout cas, vous leur lancez aussi un appel sur cette programmation. C'est dans 11 salles de 10 communes de l'agglomération grenobloise. C'est depuis 19 ans, vous en avez forcément entendu parler. Il régale donc les initiés, comme on vient de le dire, le grand public aussi. Alors vous avez articulé la programmation très riche, comme on le dit, et vraiment très grand public autour de 3 axes. Il y a l'international, le local et les enfants. Alors l'international avec par exemple cette tête d'affiche. Oui, la Kessia Benjamin, qui est une jeune saxophoniste noire américaine de New York, qui vient d'échapper à un grave accident d'automobile et qui a sorti un disque qui s'appelle Phoenix, la Renaissance. La Renaissance. Et qui est une fille absolument magnifique, dont on commence à entendre parler, mais qui est encore pas très très connue en France, et qui, pour moi, est vraiment dans cette culture du jazz. Malcolm parlait tout à l'heure de musique de résistance, et c'est aussi une musique de culture d'abord, qui correspond effectivement au combat des Noirs américains pour leurs droits dans le début du XXe siècle. Donc ça c'est important. C'est l'origine, c'est la base aussi. Il y a eu ensuite le blues, bien sûr, et beaucoup d'autres musiques. Alors on va pas égrener, bien sûr. Vous avez quand même une sacrée programmation. Oui, une quinzaine de concerts quand même. Oui, une quinzaine de concerts. Donc, on le répète, 11 salles et 10 communes de l'agglo. Les salles, c'est la Vincennes, c'est le Lossy, c'est l'Oriel aussi, où vous produirez bien sûr Malcolm aussi. La scène locale, elle est toujours aussi riche, aussi prometteuse. Ah oui, la preuve avec mon voisin. Et elle est locale et internationale aussi, la scène de votre voisin. Chante, joue de la contrebasse, monte à 7 têtes avec des cuivres, sur un répertoire qui est aussi bien des compositions personnelles que des reprises de standards. Enfin non, la scène locale est extrêmement riche. Oui, on va aussi accueillir par exemple le pianiste Alfio Origlio dans une configuration un petit peu particulière, puisqu'il a quelquefois joué avec lui, mais jamais en concert, vraiment pour un vrai concert. On va accueillir un duo avec Sylvain Luc, qui est pour moi l'un des plus grands guitaristes
je dirais mondial, hein, vraiment. Sylvain Luc, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Ah oui, et surtout, on parlait aussi de cette histoire de famille, puisque là, vous êtes tous les deux sur cette... alors, tous les trois même, puisqu'il y a Sauveur, hein, Salvatore Origlio, administrateur aussi de ce Jazz Festival, bien sûr, Malcolm, et puis voilà, Alfio. C'est une histoire de famille intergénérationnelle, le jazz aussi. C'est une famille ouverte, mais c'est une famille. C'est ça. En fait, il y a cette histoire culturelle, mais il y a cette histoire on a un pot commun de culture commune, mais avec des gens au Japon. Hein, donc c'est ça qui est fantastique avec la musique. Il n'y a pas de frontières. Hein, et, il suffit d'avoir des valeurs humaines d'échange et d'ouverture d'esprit, et on y est. Et donc, vous demandiez tout à l'heure s'il y avait des jeunes et des moins jeunes qui venaient. En fait, oui, il y a tous les publics. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de la pop jouée par des musiciens de jazz. Donc voilà, le lien est fait. J'invente rien. Il y a plein de gens qui ont fait le pont, que ce soit Sting ou Stevie Wonder ou des gens comme ça. Il faut, voilà, je dis quelques noms pour rappeler, pour dire, venez, ça va être super. Et il y en a qui vous comparent d'ailleurs, hein, à Sting ou à Jamie Cullum aussi, parce qu'on peut faire du jazz, pop, rock aussi. Ouais, il faut juste... en fait, c'est marrant parce qu'en France en particulier, mais c'est quand même assez général chez l'être humain, on veut mettre des étiquettes. On veut coller absolument des étiquettes aux gens. On veut s'y retrouver, il y a tellement aussi de références aujourd'hui. On nous demande de faire quelque chose d'original, et puis après, on rentre pas dans les cases, donc on veut nous mettre des étiquettes, alors qu'en fait, il faut faire quelque chose d'original. Et puis on a envie de faire quelque chose d'original, on n'a pas envie de rentrer dans des carcans. Bon, voilà, c'est pour ça que vous créez, déjà, donc parfois quand même vous reprenez aussi. En fait, c'est ça. Là, je viens de faire 2 albums, un de compos, un de reprise, parce que c'est le même principe que sur scène. Je vois bien que sur scène, si je faisais que des créations, que des compos, il y a un moment où le public manquerait de quelque chose d'un peu, pour se relâcher un petit peu, avec des airs connus. Alors, on fait des airs connus, mais on les revisite, on les réarrange, on les réadapte. Histoire d'avoir... D'abord, on ne pourrait pas refaire aussi bien que les originaux. Ça ne sert à rien d'essayer de copier. Faisons-en quelque chose d'autre. Un équilibre, en fait. Voilà, un équilibre compo et reprise, mais réarrangé. Toujours un truc, si possible, en adéquation avec le moment, avec les gens qui sont là, avec le son du jour de la salle. On ne va pas jouer de la même manière selon où on est. Et plutôt que de réciter bêtement un album qu'on aurait enregistré en studio à faire exactement la même chose, là, on va plutôt s'adapter au moment. Et c'est ça la finalité de ce festival de jazz sur l'agglomération, c'est que chacun s'y retrouve et passe un bon moment. C'est surtout ça, c'est qu'on ne va pas aller chercher à faire de l'avant-gardisme, à aller plus loin. C'est juste passer un beau moment et s'adresser à tout le monde. Exactement, avec une musique enchanteuse, enchanteresse, qui va flatter les âmes et ouvrir les oreilles sur des univers qu'on ne connaît pas forcément, parce que voilà, le jazz est aussi cette musique d'expression qui fait que effectivement un thème, une reprise de standard va donner tout à fait autre chose parce que tout à coup ça aurait été réinterprété autrement. Je pense en particulier à un thème de très connu qui s'appelle Les Feuilles Mortes, que Malcolm l'a repris par exemple en faisant une version que je trouve personnellement magnifique, mais qui est tout à fait particulière. Oui, vous aussi d'ailleurs, vous faites des reprises un petit peu. Oui, accessoirement, à mon petit niveau amateur, effectivement, je prends... Alors oui, Malcolm parlait tout à l'heure de musique internationale, et c'est vrai qu'on a un certain nombre de compositeurs français dont les musiques sont aujourd'hui connues partout, dans le monde entier, du Japon à la Thaïlande, en passant par le Brésil. Je pense à Claude Nougaro, je pense à Michel Legrand, je pense à Serge Gainsbourg, et dont la plupart des musiciens de jazz savent jouer les compositions, mais ont oublié qu'ils ont été écrits par des compositeurs français. Donc effectivement, avec mon modeste petit trio, Alzi Trio, on a sorti un disque qui s'appelle le French Songbook pour dire que les Français aussi savent faire du jazz. Il faut se le rappeler. Donc il faut aussi rassurer avec des références qu'on connaît. Jouer des thèmes connus, ça rassure un peu parce que faut quand même admettre, parfois le jazz c'est un peu perché, non? Enfin si, c'est quand on expérimente, pour beaucoup, c'est pas forcément audible. En fait, imagine une conversation à table avec des gens. Le sujet de conversation n'est pas forcément choisi au départ, ou alors on ne sait pas qui va dire quoi. Puis quelquefois on s'ennuie un peu, ou on n'est pas d'accord avec ce que l'autre dit, et puis vivement qu'on passe à autre chose. Quelquefois c'est ce moment-là où on s'ennuie, mais c'est comme une conversation, c'est vivant, c'est vrai. Donc c'est pas toujours 100% paramétré et bingo, quoi. Et on va tout de suite se tourner. C'est quoi le jazz? Vous aimez? Oui. Vous connaissez? Oui, moi je suis violoniste de formation bien avant de faire de la wingsuit, donc j'ai joué un peu de jazz, un peu de tango. Ah ouais. Donc un violon d'ingre alors en ce qui vous concerne. Ouais. Donc du jazz un peu tango alors, d'accord. Enfin, les deux, pas forcément les deux en même temps, mais... D'accord. Et vous, Aurélien? Je suis pas musicien. Si, il joue de la guitare, il le dit pas, mais il joue de la guitare. D'accord, mais pas de jazz, c'est vrai que... Non, trop dur. D'accord. Mais c'est vrai que c'est effectivement ouvert à tous, une large part aussi qui est faite pour les enfants. Comment est-ce qu'on peut faire découvrir le jazz aux enfants, Pascal?
Alors là, avec 2 concerts qui auront lieu pendant le festival, un opéra jazz autour de Pinocchio, du personnage de Pinocchio. Donc évidemment, ça ne peut que séduire les enfants que d'aller voir ce spectacle, et qui est assuré en plus par des écoles. Des collégiens. Par des collégiens. Et puis avec alors le Carnaval des animaux de Saint-Saëns a été pris et repris dans plusieurs versions. Et là, on a un afro-carnaval des animaux qui, pareil, va être orienté en direction des enfants, et le jeune public va forcément trouver là-dedans beaucoup de bonheur, beaucoup de sourires, beaucoup de complicité avec les musiciens et les artistes sur scène. Et ça sera le jeudi 12 octobre à Crolles, à l'espace Paul Jargot. Le Pinocchio Opéra Jazz, on le disait, c'est le 12 octobre, et c'est à Fontaine, à la Salée de Montvigne. Alors, petite précision, il n'est pas impossible que la date à l'espace Paul Jargot soit avancée en raison de... Je crois qu'il y a un mouvement de grève ou un mouvement social ce jour-là. D'accord. Et comme il y a des musiciens qui viennent d'un peu loin, je ne sais pas si ça ne va pas être déplacé la veille. Donc, alors on va suivre à vérifier tout ça. Sur le site internet du Jazz Club. Il faut bien se tenir au courant sur le site du Jazz Club. Donc vous tapez sur les moteurs de recherche, on trouve un petit peu tout. Vous, c'est le 4 octobre, c'est sûr, Malcolm? Alors il y a la Varse en septet, donc c'est mon quartet habituel avec 3 cuivres en plus. C'est la version que j'essaie de proposer le plus souvent possible. Et venez, parce que ça va être sympa. Et un peu de pub aussi pour Alfio Riglio, donc je crois que c'est le lendemain. Hein. C'est le 5 à L'Oriel aussi. À L'Oriel aussi, d'accord. Je crois, oui. Non, Alfio, c'est à la Salée de Montvigne. Ah, d'accord, voilà. C'est le mercredi 11. C'est le mercredi 11. Bon, j'ai mes petites pompes là. Oui, parce qu'on va se tenir au courant, bien sûr, sur le site. Malcolm, comme vous le disiez tout à l'heure aussi, ça n'a pas toujours été le jazz, c'était pas forcément votre première école, parce que vous avez commencé cet entretien par dire que vous êtes à moitié anglais, donc à moitié, on peut pas avoir des qualités. Si, justement, on vous a entendu jouer les Beatles un peu quand vous étiez jeune. C'était de l'ironie mal placée. Non, heureusement qu'on les a aussi, les Anglais, pour innover. En fait, non, mais souvent les Anglais sont critiqués par les Français, c'est la vieille bataille de mangeurs de grenouilles et de... Bref. Oui, j'ai toujours été passionné de Beatles, et je vous annonce d'ailleurs que je viens de fonder le Sgt. Potter's Magical Mystery Band. Sgt. Potter's. Voilà, je suis en train voilà, on est en train de monter tout un répertoire de reprises de Beatles, mais réarrangé à ma sauce. Et on prépare un disque, là. Alfio sera probablement sur quelques titres aussi, donc ça va être sympa. Et puis... Parce que vous jouez aussi de la guitare. Non, moi, je me limite à contrebasse et chant. Je vous ai connu en train. J'ai une vieille image qui circule comme ça. Si on a des petits dossiers, regardez. Vous avez vu, vous là-haut? Regardez, tout en haut. C'est vous, ça, Malcolm? Mais c'était de la basse électrique. C'était de la basse électrique. C'était de la guitare basse électrique, oui. Et alors là, on est en 92, 93. C'est un dossier qu'on a ressorti. C'est un dossier, ça, Malcolm, attention, qu'on a ressorti dans le magazine du lycée du Grésivaudan. Parce que vous, les filles qui êtes en train, les filles de ma génération, fin des années 70, on va dire, qui regardaient, c'était bien Malcolm avec la queue de cheval. Hein, beaucoup de filles étaient amoureuses de vous quand même au lycée. Et donc voilà, il est là, cet article. Et vous voyez, là, juste aussi. À côté, il y a le mien. C'est mon premier article à moi aussi. Ouais. Donc, comme ça, le monde est tout petit. Il faut qu'on avoue qu'on était ensemble au lycée. On est obligé d'avouer maintenant. Ça, c'est une légende. Hein. Voilà. Les gens on dira ni oui ni non. Le monde est petit, ouais. Mais ensemble, en tout cas, au lycée, dans la salle musique du lycée. Oui, ça, tout à fait. Voilà. Non, c'est l'époque où j'avais donc les cheveux longs et je faisais, on parlait d'ouverture d'esprit, à l'époque, je faisais du AC/DC, du Led Zepp, avec une bague de tête de mort à chaque doigt, etc. quoi. Mais on sait et que ça mène au jazz. Les Led Zepp sont des grands amateurs de jazz aussi. Donc, pas de problème. Donc voilà. C'est sympa hein, pour ces petits souvenirs. On sait qu'ils sont nombreux aussi à nous regarder de la vieille époque. Désolé, mais Faites-nous un duo maintenant au chant. Surtout s'ils parlent des Beatles, là on va s'amuser bien évidemment. Let it be. Exactement. Allez donc oui. Juste on parlait d'ouverture de comment on s'adapte d'une fois à l'autre. C'est que tout à l'heure, on a enregistré un morceau en duo avec mon guitariste, Dan Dumont. Dan Dumont, on se quitte, qu'on retrouve avant de se quitter, bien sûr. C'est des morceaux que vous pourrez entendre en septet avec les cuivres et tout, à L'Oriel et la Varse, ou sur nos disques. Et là, pour aujourd'hui, on les a fait en duo, comme ça en acoustique. C'est pour changer un petit peu. Voilà, pour dire qu'on s'adapte à chaque fois. Tout est possible. Voilà. Absolument. Merci en tout cas pour ces souvenirs et cette belle programmation. Donc, on le rappelle très exactement, du 29 septembre au 15 octobre. Au 15 octobre. Voilà, ouf. Allez, les bons plans de nos invités, vous en avez certains qui sont très sympas. Tout de suite. On reste en famille, promis ?
Pascal Allez, Cobert, promis. c'est quoi votre bon plan sur Grenoble? Alors mon plan, c'est mon fiston, Et plus qui exactement, travaille depuis 7 ans, 8 ans maintenant, à la boulangerie Le Pain des Carnes, qui est un boulanger bio, qui est situé dans le quartier Saint-Bruno, qui est la meilleure boulangerie du monde, évidemment. mais il paraît, en tout cas, Ah oui, beaucoup en parlent et est très réputé atypique, déjà. y compris dans son fonctionnement, mais surtout dans ses pains. Et dans sa façade, ça Ah c'est bah la oui, nouvelle. Absolument. Ouais, c'est la nouvelle façade et toute cette équipe. Et voilà. En scope. Et vous avez Tom sur la photo. Et ils sont montés en scope, ouais. Très bien. Eh bien, cherchez et envoyez vos réponses sur notre site c'est Tom, hein, c'est ça? Oui. Eh bien, très bien. On reste à table avec On vos reste à bons table. plans? Bah oui. Qu'est-ce que c'est? Alors moi, ce serait le bar Radis que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'ai bien aimé le concept de ce bar un peu café, restaurant, événement, soirée jeu, où ils font leurs légumes locaux bio sur la terrasse en rooftop. Et ils le proposent également à la restauration le midi, je pense ce soir aussi. Moi j'avais essayé un midi, j'ai bien aimé. Et ça change tout le temps en plus, C'est ça. les menus, selon les inspirations. C'est la représentation même du local, comme on le disait, du circuit court, puisqu'il est juste à côté. Exactement. Le bar Radis, donc c'est le bon plan d'Aurélien. Et puis, on a très envie de manger ici, on y reste. Et vous aussi, c'est la famille? C'est la famille, c'est juste on s'expatrie jusqu'à Saint-Imier pour ma petite cousine que vous avez reçue avec son homme pour la pâtisserie chocolaterie L'Instinct à Saint-Imier. Fantastique, très très high level, super chouette. Le beurre, c'est pas le beurre de... Voilà, allez-y, on ne peut pas décrire. C'est raffiné, c'est local aussi, c'est très très bon. Elle est là, votre petite cousine, c'est Faustine. Voilà. Faustine, tout à fait. Voilà. Et puis cette saison, toujours. Alors 2 saisons aussi, pour vous, votre bon plan? Alors moi, le bon plan, ça sera d'aller éliminer un petit peu tous ces victuailles en allant visiter le Fort Saint-Hénard, que j'ai eu la chance de survoler il y a quelques jours en parapente. Donc voilà, en parapente ou à pied, je pense que ça peut être une bonne idée. Un chef-d'œuvre du patrimoine, bien sûr, tout en haut de la Chartreuse, pour aller éliminer tout ça. Nous, quand même, on élimine, mais on se fait plaisir. On va se quitter avec vous, Malcolm aussi, avec votre comparse et notre complice Dan Dumont à la guitare. Qu'est-ce que vous interprétez? C'est une chanson que j'ai écrite pour l'avant-dernier album, et ça s'intitule « Try to be good ». C'est inspiré d'une phrase de Robin Williams qui dit « N'oubliez pas, quand vous rencontrez quelqu'un, que cette personne a un combat secret dont vous ignorez tout. Alors soyez gentils. Try to be good ». Magnifique pitch. On vous écoute. Merci à vous tous. Merci. You told me you were my friend. Well, it seems to have come to an end. Robin was right when he said, be kind, always be kind. Because everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Yes, everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Try to be good to me, and I try to be good to you. Try to be good to everyone, and everyone will be relieved. Although they try to pretend, there's no need to hate or offend. Williams was right, let us say. Oh, Captain, my Captain, love ahead. Because everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Yes, everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Try to be good to me, and I
Try to be good and good to you. Yes, try to be good to everyone, and everyone will be relieved. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.